Il est l'un des acteurs clés de la guerre en Syrie, de la lutte contre l'État islamique, de la crise en Ukraine, autant de dossiers sensibles que Vladimir Poutine a abordés lors de la 11e conférence de presse annuelle devant près de 1400 journalistes russes et étrangers. Le président de la Russie a également évoqué l'état de l'économie du pays. Décryptage ce soir avec Pierre Laurin, spécialiste de la Russie. Bonsoir. Bonsoir. Peut-on faire confiance à Vladimir Poutine quand il dit que les frappes menées par l'aviation russe depuis plusieurs mois soutiennent l'opposition syrienne qui combat Daesh, alors que l'on sait que la Russie a ciblé les positions de rebelles syriens au régime de Bachar al-Assad? Je crois qu'il y a une différence d'appréciation qui est due essentiellement à la nature des combats sur le terrain. L'aviation russe est en soutien de l'armée syrienne qui seule, d'après les Russes et d'après les Occidentaux aussi, peut conquérir du terrain sur Daesh. Mais pour cela, bien entendu, les frappes, il faut qu'elles arrivent là où l'avance de l'armée syrienne est possible. À quoi bon aller frapper ailleurs? Sauf que depuis quelques semaines, effectivement, il s'agit pour la Russie comme pour les Occidentaux d'asphyxier Daesh en supprimant ses sources de financement. Et ces sources de financement sont essentiellement le pétrole. Donc il s'agit pour les Russes comme pour les Occidentaux, et plus pour les Russes parce qu'ils ont plus de moyens sur place, d'aller frapper les oléoducs routiers, vous savez, des chaînes de camions qui conduisent vers l'extérieur de la Syrie, en l'occurrence vers la Turquie, de frapper également les sites d'extraction pétrolière et tout ce qui peut contribuer à donner à Daesh de l'argent du pétrole. Et c'est ce que fait la Russie. Et donc, depuis un certain temps, depuis à peu près une quinzaine de jours à 3 semaines, il y a une convergence entre les Occidentaux et les Russes, parce qu'effectivement, l'armée syrienne est désenclavée, donc elle peut agir. Et d'un autre côté, on s'attaque directement, effectivement, à Daesh. Est-ce qu'on peut parler ce soir d'une main tendue de Vladimir Poutine aux États-Unis, puisqu'il a exprimé son soutien au projet américain de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça ce soir? Oui, je crois qu'il y a une logique. Il y a 2 jours, John Kerry était à Moscou et tout s'est très bien passé. Pour la première fois, il y a réellement une sorte de détente qui s'amorce. On est d'accord sur l'essentiel. Les Américains, en tout cas à la Maison-Blanche, parce que le Pentagone et d'un autre côté l'OTAN sont toujours sur une ligne un peu belliciste. Mais en revanche, la Maison-Blanche est beaucoup plus accommodante que par le passé. Elle met la Maison-Blanche en prélude à l'abolition des sanctions, les accords de Minsk, mais elle ne parle plus réellement des problèmes de Crimée. Donc ça, c'est une évolution qui va dans le sens d'une amélioration. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine a effectivement repris la main qui lui était tendue et finalement, on est en train d'amorcer peut-être un rapprochement. On voit bien qu'il y a un dégel entre États-Unis et Russie, mais est-ce que les espoirs d'une grande coalition internationale contre l'État islamique n'ont pas été anéantis quand un avion russe a été abattu par la Turquie parce qu'il avait violé son espace aérien? Le problème, effectivement, c'est que la Turquie a joué à, sa carte personnelle plutôt que la carte d'une grande coalition. Je crois que la Turquie a des intérêts évidents en Syrie, en Irak aussi, dans le nord de l'Irak. Actuellement, il y a des soldats turcs qui se trouvent dans le nord de l'Irak alors qu'ils n'ont pas du tout été invités, et la Turquie n'a pas envie de les retirer. À côté de cela, il y a 3 ans, en 2012, l'armée syrienne avait abattu un avion turc et Erdogan avait déclaré qu'il était inadmissible que pour un court survol de quelques minutes, on abatte un avion. Là, le survol de l'avion russe, c'était 17 secondes et ils l'ont abattu. Donc là, on sent qu'il y a réellement une volonté politique. Ce n'est pas un hasard. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Je crois que la Turquie est ulcérée parce que tous ces plans sur la Syrie et sur le changement futur en Syrie ont été, et
évidemment sur les Kurdes syriens, qui sont l'ennemi principal de la Turquie, ont été annulés par l'offensive russe, l'offensive aérienne, et donc ils ont manifesté leur mauvaise humeur, peut-être en comptant comme sur un soutien très net de l'OTAN, ce qui n'a pas été le cas. On a dit qu'effectivement, la Turquie avait le droit de défendre son espace aérien, mais il n'y a pas eu de critiques des Russes. Est-ce que cette situation entre la Turquie et la Russie va maintenant compliquer l'action sur le terrain? Ce sont, vous l'avez dit, deux acteurs clés. Oui, compliquer l'action sur le terrain, non, parce que la Turquie a été implicitement désavouée par tout le monde. Ce qui va réellement compliquer la situation, c'est que les Occidentaux semblent compter sur une offensive terrestre des forces arabes sunnites qui sont opposées donc à Daesh, qui est également une organisation sunnite. Alors, est-ce que réellement les forces arabes vont attaquer, ou est-ce qu'elles vont faire semblant, etc., pour essayer de diluer l'affaire dans le temps? En tout cas, les intérêts de tout le monde convergent, mais il y a des intérêts qui sont un peu plus lointains, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin les États du Golfe, qui pensent que finalement c'est très bien que la crise dure, alors que les Américains, les Européens et les Russes, ils voudraient bien que ça se termine tout de suite, et du moins très rapidement. Sur le dossier ukrainien, à présent, Vladimir Poutine a répété qu'il souhaitait une solution politique. Il a affirmé que la Russie n'avait aucun intérêt à ce que la situation se dégrade. Mais ne joue-t-il pas les pompiers pyromanes? Bien sûr qu'il y a quand même un intérêt, une sphère d'influence russe à étendre en Ukraine. Je crois qu'on pose mal le problème. Les accords de Minsk en février dernier étaient très nets. Il fallait un cessez-le-feu. Il a eu lieu. Le retrait des armements, il s'est produit, sauf quelques incidents ici ou là. On est passé des armes très lourdes à des calibres inférieurs, c'est-à-dire des calibres inférieurs à 100 mm. Bon, effectivement, il y a une désescalade. Mais en même temps, il y a un volet politique. Et le volet politique bloque. Et il ne bloque pas forcément de la part de Moscou, il bloque surtout de la part de Kiev, parce que le gouvernement de Yatsenyuk, le Premier ministre, et du président Poroshenko n'ont pas la capacité de d'imposer réellement un règlement final de la crise à la Rada, au Parlement ukrainien, qui refuse ce qui avait été accepté dans les accords de Minsk, c'est-à-dire la reconnaissance d'une autonomie pour les régions du Donbass. Vous voulez dire que les autorités ukrainiennes sont de mauvaise volonté ? Ce n'est pas qu'elles soient de mauvaise volonté, c'est que politiquement, elles sont dans une situation avec un Parlement très hostile qui ne leur permet pas d'avoir une majorité, de dégager réellement une application concrète du volet politique des accords de Minsk. Donc on attend cela. Par ailleurs, ce qui est intéressant également, c'est que des élections ont eu lieu en Ukraine, y compris dans les régions du Donbass, qui sont tenues actuellement par les autorités de Kiev. Et c'est l'opposition que l'on qualifie de pro-russe qui a gagné massivement ces élections. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas quelques indépendantistes ou séparatistes ou rebelles, comme on voudra les appeler, qui font la guerre contre le gouvernement légal au mépris de la volonté de la population. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et ça, ce sont des choses que l'on répète, en tout cas que je répète depuis le début de la crise, et que la situation est compliquée parce qu'on ne tient pas compte de la réalité de la population. C'est un peu plus simple que de dire que ces populations de l'Est du pays sont manipulées par Moscou. Absolument. Il y a une réelle volonté d'indépendance. Il y a une réelle volonté d'indépendance. Pas réellement d'indépendance. Effectivement, s'ils étaient rattachés à la Russie, je pense que la plupart de la population ne se plaindrait pas. Mais d'un autre côté, il y a des frontières qui sont établies. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas de sortir de l'Ukraine. Ce qu'ils demandent, c'est de l'autonomie. C'est que
lorsqu'ils votent pour quelqu'un qui ne soit pas renversé par des gens à 500 ou à 1000 kilomètres et qui les considèrent comme rien. Je crois que là, il y a un problème de la part des Occidentaux, et particulièrement des Européens. Il y a une mauvaise compréhension de la situation. Vous avez finalement des Ukrainiens, mais il y a une partie qui sont beaucoup plus proches de l'Europe traditionnellement, parce que ils ont fait partie de la Pologne, de l'Empire austro-hongrois, et puis l'autre partie qui fait partie de la Russie depuis le 15e, 16e ou 17e siècle pour certaines régions, et qui n'ont jamais réellement été ukrainiennes en tant que telles. Donc, c'est très difficile de maintenir la paix, et on ne peut pas dire que Poutine soit de mauvaise volonté. Au contraire, il a montré qu'il était relativement de très bonne volonté, mais il ne veut pas que les choses se passent mal pour les populations qu'il soutient. Merci beaucoup pour ce décryptage, Pierre Laurin, sur la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine.